Bonjour et bienvenue dans le Circadien Podcast où j'ai le plaisir d'interviewer et de discuter avec des invités autour de la santé, du développement personnel et de la spiritualité. Ça y est, c'est parti. Les amis, les circadiens, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julien Lepage, aka Purple Belt Kitchen. Alors Julien, toi tu es naturopathe, tu es coach sportif et puis tu es un grand passionné de cuisine, d'alimentation et de jujitsu. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail et nous raconter un petit peu ton parcours. Ok. Ah ouais, voilà, pour savoir qui je suis, donc je suis Julien Lepage, comme tu dis, hein, de Purple Bell Kitchen, Julius pour Purple Bell Kitchen. Je suis naturopathe, conseiller en nutrition. Alors, je ne suis pas vraiment coach sportif, mais je fais du sport. J'ai 40 ans aujourd'hui, ça fait 35 ans que je fais du sport. Donc, je considère avoir une certaine connaissance, assez de connaissances pour pouvoir partager de ce point de vue-là. Mon parcours, alors, en 40 ans, je vais essayer de faire vite, mais comme je te disais dans ce qu'on disait précédemment, avant que ça commence l'enregistrement, euh, moi, je viens de la campagne. J'ai grandi pendant 18 ans à la campagne, en Auvergne, dans une ferme. Le premier voisin était à 500 mètres. Autour, c'est les champs. Je n'avais pas trop le droit de sortir de chez moi, à part pour aller au collège, lycée. Donc, c'était assez renfermé, mais tellement de choses à faire dans une ferme avec 1 hectare de terrain autour que, au final, j'ai bien vécu, quoi. Hmm. Mais cet enfermement a fait qu'à 18 ans, j'ai voulu voir du pays. Je me suis engagé dans l'armée. Je suis allé dans l'armée de terre, à l'infanterie. C'est tout ce qui est, on va dire, combat. Ok. Et j'ai passé 6 ans dans l'armée grâce à des rencontres exceptionnelles, des voyages superbes, enfin des voyages superbes, toujours dans des contextes, on imagine bien quand c'est dans le cadre de l'armée, ça peut être des conflits, ça peut être du maintien de l'ordre, ça peut être Hmm. des trucs un peu vacances aussi, hein. Bref, j'ai beaucoup voyagé. Au bout de ces 6 ans, je voulais voir encore du pays, mais mieux, sous un autre angle. J'ai démissionné et j'ai atterri à Genève, en Suisse, et j'ai bossé pour le service de sécurité des Nations Unies pendant 5 ans. Pendant 5 ans, où j'ai gravi des échelons, j'ai fait analyste en sécurité, j'ai fait agent de protection rapproché, où j'ai là aussi voyagé dans des endroits qui craignaient du boudin, comme on dit, comme l'Afghanistan par exemple, avec VIP. Ça, c'était un cas particulier, bien sûr. Au bout d'un moment, entre-temps, j'ai rencontré ma femme qui ne m'avait pas connu militaire, mais voyant que je partais comme ça en tant qu'agent de protection rapproché dans des endroits dans le monde qui n'étaient pas très safe, elle m'a fait comprendre que si je voulais qu'on reste ensemble, qu'on fonde une famille, il fallait que je fasse d'autres choix. Hmm. Donc, j'ai réussi à trouver une place dans un bureau dans le domaine du secrétariat, et j'ai passé 5 ans dans le secrétariat. Je suis passé des explosions à Kaboul à la tasse de thé à côté de l'imprimante, tu vois. Et cette situation me convenait bien au début. Et ensuite, moi, j'ai vrillé, toi, un lion en cage. Il a fallu que je trouve autre chose pour sortir de ce cadre. Et j'ai commencé à me former à la naturopathie et je me suis lancé à côté. Et puis, quand c'est bien parti, j'ai démissionné de là où j'étais. Et ça fait maintenant 6 ans et demi, bientôt 7 ans que je fais, je crois, ouais, 6 ans, que je suis naturopathe. Et donc, pour Purple Bell Kitchen, ça va faire 4 ans, au mois de juin 2022, que j'ai lancé l'affaire. 4 ans, ouais, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Ouais. Je suis tellement à fond dedans que je compte même pas, Il y a, quoi, il y tu a vois. plus de, ouais, ça n'a plus d'importance. Ouais. Et Purple Bell Kitchen, en fait, c'est mon amour cuisine, bonne bouffe, avec le côté sain, performance, naturopathique, au mieux, hein. Parce qu'en fait, Purple Bell Kitchen, c'est aussi une façon de mettre en avant la naturopathie, mais naturopathie sportive, la naturopathie plus accessible à tout un chacun. Hmm. Voilà. Et puis, comme tu disais, je fais du sport. Actuellement, ça fait 11 ans que je fais du jiu-jitsu brésilien, grappling. Je me suis mis dernièrement, enfin, il y a quelques mois, à ce qu'on appelle la lutte à livrer. C'est une art de grappling, c'est des sports de préhension, un peu de lutte-soumission.
Ok. Mais au cours de mes 35 ans de sport, j'ai fait 10 ans de judo, 10 ans de foot, j'ai fait du kickboxing, du cyclisme, de la natation, j'ai fait des trails en course, en compète. Enfin, bref, voilà. Tu as commencé par quoi en sport? Ton tout J'ai premier commencé sport? par le judo. Le judo, à quel âge? Le judo à 5 ou 6 ans. Ah ouais. J'avais fait un an de judo aussi vers cet âge-là. Ouais. Ah ben, Ouais. c'est soit quand t'es gamin, t'accroches et tu restes, soit tu testes et tu fais un an et après tu t'en vas. Non, j'avais pas trop accroché à cet âge-là. Après, je Ouais. suis parti au foot. J'ai fait de l'escalade 2 ans. Et après, ce que j'ai vraiment adoré, c'était le hockey sur glace. J'en ai fait 5 ans. Et ça, je me suis régalé. Et puis après, il y a eu la musculation. Ah ouais. Ouais, Ah bah oui, musculation, oui. Bah, j'en ai pas voilà. parlé, mais la musculation, en fait, c'est le fil conducteur, tu vois. La Hmm. musculation, j'en fais depuis que j'ai 18 ans. Ah, ok. Je fais depuis que j'ai 18 ans et musculation, que ce soit musculation poids de corps, musculation en salle, musculation street workout, tu vois, Hmm. dans cet Hmm. esprit-là, calisthénique, voilà, dans tous les sens, quoi. Enfin, renforcement musculaire, je veux dire développement physique au final. Développement physique, pas juste pour avoir des gros muscles, mais aussi pour être compétent dans ce que je faisais quand j'étais Ouais. militaire, par exemple, ou quand j'étais agent de protection rapproché, pour être plus fort aussi dans mes sports de combat. C'est aussi pour ça. Et dernièrement, je fais plus à des fins à la fois esthétiques. J'ai fait un challenge dernièrement. Ouais, j'ai vu ça, ouais. On en Je parlera. recherchais ce côté esthétique, mais aussi bah, tu vois, j'ai 40 ans et je me rends bien compte de l'importance de la masse, enfin, masse musculaire, façon de parler, hein, de la préservation de la masse musculaire dans le cadre de la longévité. Hmm. Comment, pas bien vieillir, ça ferait marrer un copain à moi si je dis, s'il m'entend dire bien vieillir, mais comment faire en sorte que ton organisme et que tu profites de ton expérience de vie au maximum grâce à ton potentiel physique et le fait de développer des muscles et une capacité de se mouvoir qui soutient l'expérience de vie que tu as envie de vivre, je trouve que c'est génial, quoi. Ouais, C'est carrément. essentiel. Carrément. L'idée, en fait, c'est d'être fonctionnel, en fait, sur le plus longtemps possible. Non pas se péter les vertèbres sous une barre à squat ou quoi. Et c'est ça que tu recherches. C'est l'expérience aussi, hein, se péter les vertèbres sous les barres à squat. Hein. Ça fait pas, tu sais, plus jeune et même encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, ben, tu vois, les charges, tu arrives à mettre de plus en plus lourd sur des barres. Et après, tu te dis, ah ben, bon, je fais des soulevés de terre, j'étais à 190 kilos. Et je me dis, ouais, il faut que je fasse 200, il faut que je fasse 200, il faut que je fasse 200. Pourquoi? On ne Ouais, sait pas, mais toi, c'est c'est un vrai. chiffre comme ça. Puis après, tu te mets une pression, façon de parler. Puis les autres te disent, ah ouais, tu peux le faire, tu peux le faire. Mais après, au fond de toi, est-ce que tu le fais avec la meilleure des façons, avec la meilleure technique? Voilà, et en fait, c'est plus l'ego qui va rentrer en jeu Ouais, ou l'image qu'on veut donner de soi vis-à-vis des autres qui va intervenir et plus vraiment le toi profond qui dit, OK, pourquoi tu fais ça à la base, quoi? Tu c'est vois? vrai. Que tu lèves 190 kilos ou 200 kilos quand tu en fais 75, je veux dire, au final, quand tu te balades dans la rue, tu n'as pas un petit panneau qui te dit je fais ça, quoi, tu vois, et encore, ça le ferait, ça changerait quoi? Et si encore, bah, ces 10 kilos d'écart te permettaient de sauver la vie de quelqu'un, je dis pas, tu vois, si ça avait une fonction essentielle dans ton quotidien, mais bon, si c'est quelque chose de ponctuel pour se faire plaisir, au final, se péter les vertèbres pour se faire plaisir, pas sûr que. Non. Hein. Quand on voit J'ai eu un certains petit déclic. bodybuilders, Ouais, comment ils ont fini, oui, tu vois, Ronnie Coleman, là, maintenant, voilà, comment je il pense est, à lui, ouais. et il allait toujours à bloc, quoi. Mais j'ai eu un petit rappel à l'ordre, c'était pas cet été, c'était l'été précédent. Pareil, j'avais fait du soulevé de terre et j'étais à l'aise. Et en reposant la barre, en pensant que c'était une barre plus légère, mais c'est une barre lourde, je me suis mal positionné et je me suis fait mal, tu vois, bas du dos. Et je me suis retrouvé à genoux. J'ai dû appeler ma femme qui m'a aidé à me relever. C'est elle qui a déchargé la barre, toi. Ah ouais, Il y avait 180 kilos. Et comment dire, j'ai pris conscience qu'au final, j'avais 38 ans donc à l'époque et je me dis, merde, tu vas te flinguer le dos, sachant que peut-être tu as encore 40 ans à vivre, avec une potentielle blessure qui va t'handicaper pendant 40 ans, juste pour
Pourquoi? Pour impressionner la galerie ou Ouais, pour de l'ego, pour quoi. te… Voilà, et c'était même pas dans l'ego, toi. Parce que des fois, je me filme et tout, mais là, je me filmais pas. C'était vraiment dans l'entraînement, dans l'histoire de dire, OK, je suis à l'aise. Tu vois, la confiance. Mais se dire, OK, est-ce que ça vaut le coup d'être toujours à bloc? Hmm. Tu vois? Ouais. À, à ce moment-là de ma vie. Hein. À ce moment-là de ma vie. Hein. Et parce qu'il y a des moments où je pense qu'il faut aller à bloc pour développer ton potentiel, ton plein potentiel à certains moments. Mais voilà, il faut se tester. Dans tous les cas, c'est ces petits rappels à l'ordre, parce que pour moi, c'est un rappel à l'ordre. Toi, ça n'a pas été quelque chose qui a une conséquence directe. Tu vois, je ne me suis pas flingué quelque chose. Mais c'est un petit rappel à l'ordre, un petit signe de l'univers qui te dit, OK, tu as peut-être encore des choses à vivre. Tu vois. Donc, aie une approche différente. Mais j'ai peut-être pu faire des choses par le passé aussi débiles, enfin, façon de parler aussi. Hein. Mais je n'ai pas eu ce rappel à l'ordre parce que c'est peut-être le bon moment pour stimuler mon corps, pour Ouais. repousser mes limites. Et après, il y a aussi la perception que tu t'es fait de cet événement, c'est-à-dire, tu aurais très bien pu te blesser et ne pas te remettre en question et continuer après, tu vois. Mais là, toi, tu l'as perçu comme un rappel à l'ordre de te dire, oula, là, c'est dangereux, j'ai envie de continuer sur la durée, j'ai envie quand même d'être performant et d'être en bonne santé. Donc là, attention. Et oui, parce qu'en fait, moi, mon but, c'est d'inspirer les gens en montrant l'exemple, Hmm. l'exemplarité. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi quand j'étais militaire. On te bourre la tête en te disant si tu es le chef, tu mènes par l'exemple. Je trouve que c'est un principe quand même assez vrai. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer maintenant dans l'éducation de mes enfants, dans mon travail au quotidien, via les réseaux sociaux, grâce à Purple Bell Kitchen, mais aussi vis-à-vis de mes clients. C'est montrer un certain exemple pour essayer d'inspirer. Si moi, ensuite, je donne des principes, j'incite les gens à aller chercher leurs limites, hein, tu vois. Mais si, en cherchant cette limite, je ne me remets pas en question, je pense que je suis hors du cadre de l'exemplarité, tu vois. Je montre que je ne prends pas ce recul. Alors, il y a certainement des moments où je ne prends pas assez de recul sur certaines choses. Mais pour ce qui est précis, voilà, il faut prendre du recul en fonction en fonction des messages qui ressortent, Hmm. que ce soit là sur un exercice physique ou sur un comportement avec quelqu'un, en rapport avec quelqu'un avec qui ça pourrait mal se passer. Voilà, ou bien, par exemple, tu conseilles quelqu'un qui, au final, n'a pas le résultat escompté, ben, peut-être se remettre en question. La remise en question est toujours pertinente. Pourquoi? Pour progresser au final. Peut-être que je ne vais pas progresser sur ma barre de soulevé de terre de 190 à 200, mais peut-être que je vais, en changeant mon approche, progresser sur ma technique, progresser sur ma force globale, Ouais. mais peut-être pas sur le pic de force, et que du coup, ben, peut-être sur le long terme, je serai gagnant, et ça, j'en suis sûr. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Mais de toute façon, ouais, je suis d'accord avec toi, il faut tout le temps se remettre en question. Même quand on a fait une chose bien, j'ai envie de dire, on se remet quand même, on se pose toujours des questions parce qu'il n'y a que comme ça qu'on avance et qu'on peut après réajuster le tir et trouver un certain équilibre. Et c'est quelque chose, cette remise en question qui est très difficile pour les gens aujourd'hui. Hein. Là, je veux dire, moi, ce que j'apprécie, c'est et chez toi et chez beaucoup de gars qui font un peu dans le même, dans le même travail, toi, que ce soit dans le cadre du développement personnel, développement physique, développement de la santé, beaucoup ont moins de 30 ans, toi, grâce aux réseaux sociaux. Hmm, Maintenant, il y a beaucoup plus d'exposition et de c'est facilité de vrai. ce côté-là. Et moi, j'apprécie cette maturité pour des gars qui ont moins de 30 ans que moi, je n'avais pas à l'époque. J'en parlais avec ma femme dernièrement. J'avais pas cette maturité. Et cette maturité, je l'ai maintenant, toi, que j'ai acquis entre 38 et 40 ans, et que j'espère maintenir, parce qu'on peut avoir un certain niveau de maturité et la perdre, hein, bien sûr. Hmm. Et je pense que c'est cette remise en question qui permet de voir si les gens ont obtenu cette maturité. Et c'est pour ça que je vais te dire que pour moi, euh, il y a des gens, ils ont 60 ans, mais ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. Les gens, ils ont 50 ans, 30 ans, peu importe l'âge qu'ils ont, ils Ça, n'ont c'est pas vrai. atteint la maturité. Ouais. Ce sont pour moi des enfants dans des corps d'adultes qui se prennent pour des adultes parce qu'en fait, ils ont un métier, ils ont une vie, ils ont quelque chose. Mais en fait, ils perdent cette notion de responsabilité absolue. OK. Tu vois. Et cette responsabilité, c'est se remettre en question.
la remise en question, c'est la prise de responsabilité. C'est de dire, OK, j'ai fait quelque chose, c'est moi qui l'ai fait, je l'assume. Quelles en sont les conséquences, tu vois? C'est de la prise de responsabilité que de se remettre en question. Et Ouais. beaucoup trop ne le font pas. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, je vous invite vraiment à prendre ce recul, dire, OK, est-ce que quand je fais quelque chose de mal, ou que même que je ne perçois pas de mal, mais qu'on me le met dans la gueule en me disant, ouais, c'est pas bien, machin et tout, plutôt que de se mettre sur la défensive, dire, ben non, mais non, c'est pas moi, tu vois, non, dire, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Comment je l'ai fait? Comment l'autre a pu le percevoir? Ça, c'est la remise en question. Et accepter aussi qu'on ait tort, hein, accepter d'avoir tort. Accepter d'avoir tort, c'est ça aussi la remise en question. C'est vraiment ça, la maturité, la responsabilité, tout ça, toi, c'est quelque chose qui L'humilité, se hein. perd. L'humilité, ouais, L'humilité. Le c'est droit de se être humble, en tromper, fait. le droit d'être dans le tort. Accepter qu'on ne fait pas forcément le bien, accepter qu'on n'est pas forcément le meilleur, qu'on n'est pas forcément bon, qu'on n'a pas forcément raison. Voilà. Et c'est ce qui fait de nous, au final, des vrais adultes. Hmm. Humilité, maturité, exemplarité. Tu vois, c'est. Voilà. C'est exactement Il y aurait la tellement, philosophie que je partage. Ouais. ouais, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tu vois, c'est se dire, OK, mais non, comment dire, sur cette remise en question. Euh, ben c'est simple. À partir du moment où on se trouve une excuse, on sort de cette prise de responsabilité. Tu vois, j'ai pas le temps. Comment ça, j'ai pas le temps? C'est pas de ma faute. C'est de la faute d'un tel. Tu vois, non mais comment ça? C'est non mais il faut accepter, accepter. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Ça vient peut-être de toi. Et c'est ça qui montre la maturité, la responsabilité. Hmm. Selon moi, bien sûr. Ah, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi, hein. Et il y a Bon. trop peu de personnes aujourd'hui se remettre en question, malheureusement. Et il y a ce jeu d'ego de c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Ça, je le vois beaucoup. Et même moi, encore une fois, des fois, hein, ça m'arrive. Ça m'arrive, on n'est pas parfait. Mais l'idée, c'est après d'avoir quand même ce petit. Un peu plus tard, quand tu repenses à la situation, tu dis, moi, peut-être que là, c'est moi qui ai déconné. Moi, je me pose souvent la question, toi, c'est quand il y a quelque chose qui arrive. Toi, moi, je suis père de famille, j'ai deux enfants qui ont. J'ai des jumeaux, toi, ils vont avoir 11 ans. Hmm. Et donc, je fais face à beaucoup d'aléas du quotidien. Et pareil, toi, le partage des tâches avec mon épouse, avec tout ça. Et des fois, je dis, j'ai pas le temps. Et tout de suite, j'ai l'alarme qui se met en tête, dans ma tête, qui me dit, non, mais attends, tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas le temps. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire du temps, c'est l'histoire de, tu te trouves une excuse. Ouais. Tu te trouves une excuse. Hé, Julius, non, il n'y a pas d'excuse, quoi. Le temps, on a tous 24 heures, c'est que tu t'es mal pris, quoi. Tu t'y es mal pris. Voilà. Voilà. C'est sûr que des fois, ben oui, mais si je l'avais fait, j'aurais été plus stressé ou ça aurait débordé sur. Peut-être, mais au final, tu aurais pu le faire. Donc, dis pas que tu n'as pas le temps. Ouais. Ou c'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça. C'est de la faute des gamins, ou c'est de la faute de ma femme, ou on rejette la responsabilité. Non. Moi, je suis très sur cette notion de responsabilité, d'assumer ses actes. Euh, assumer, enfin, ça fait partie de mon ADN, je pense, hein. On est tous différents aussi, toi, c'est lié aussi peut-être à mon passif rural et militaire, qui fait que ben, maintenant j'essaie d'être plus droit, d'être un peu dans le. On pourrait penser que je suis tout dans le contrôle et dans la rectitude, tu vois, à rien laisser, rien ne doit déborder et que la discipline m'enferme dans une boîte. Mais en fait, je pense que tout ça, ça me permet d'être libre au final, quoi. C'est donner une liberté. Voilà, c'est Paradoxalement, ça. de s'enfermer, enfin, s'enfermer, c'est pas le mot, mais de se créer des routines, des choses dynamisantes, un rituel et respecter des principes, bah, en fait, ça donne une liberté. Tout à fait. Ça donne cette liberté dans le sens où ça constitue l'être que je suis aujourd'hui. Ça me cadre dans énormément de choses et ça me permet justement de pouvoir faire ce que je veux en fait, au final, Ouais, c'est ça. à la façon que je veux. C'est des fois assez difficile à expliquer et ça peut paraître difficile aussi à comprendre, mais c'est vrai que je pense que cette discipline, les petites disciplines que tu t'appliques à toi-même, aussi bien sur tes routines que sur cette discipline d'humilité, de prise de responsabilité, fait qu'au final, tu es libre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais plus qui a dit
quand tu dis la vérité, tu n'as plus besoin de savoir, tu plus besoin de réfléchir à la bonne réponse. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus besoin de réfléchir à ce que tu as dit par le passé. Tu vois? Tu sais que tu es vrai parce que tu as une discipline, tu es droit dans tes bottes. Tu vois? Mais en fait, tu vois, il y a ce truc, quand tu es aligné, quand tu fais ce que tu dis ce que tu fais, tu as une certaine tranquillité d'esprit et aussi une certaine liberté en toi parce que tu sens que ce que tu fais, c'est juste. Il n'y a pas de. Enfin, tu fais pas les choses avec une arrière-pensée, tu fais vraiment les choses de manière alignée. Et ça libère l'esprit, je trouve. Enfin, en tout cas pour moi, parce que je suis vraiment très à cheval sur l'authenticité, être aligné. Et comme toi, en fait, montrer l'exemple, être discipliné, être régulier. Et d'ailleurs, je le vois aussi sur tes réseaux, tout ça. Tu es très discipliné et on voit que tu es exemplaire. Et ça, c'est super important. Et Moi, ne serait-ce que la manière dont on se sent quand on se regarde dans la glace, de se dire est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Est-ce que ce que je partage sur les réseaux, c'est vraiment qui je suis? Ou est-ce que je le fais pour des likes, pour des vues, pour l'ego, etc. Et ça, c'est ça qui fait toute la diff et qui donne une certaine liberté intérieure aussi. exactement. Mais ce que tu dis, ben voilà, ce que je laisse transparaître. Qui je suis sur les réseaux, c'est qui je suis en vrai. Alors, j'essaye de me retenir de ne pas dire trop de gros mots quand on est sur les interviews, quand on est sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi ma vraie personnalité. Mais non, mais c'est-à-dire que il y a ce côté qu'on pourrait qualifier de néfaste avec la vie d'aujourd'hui où tout est sur les réseaux, à se dire on se comporte comme si on était que face à notre audience. Hmm. Voilà. Mais moi, à partir du moment où je me considère à vouloir montrer l'exemple devant mon audience, au même titre que si c'était mes enfants, tu vois, ben en fait, je me comporte devant mon audience comme je me comporte à la maison, tu vois. Ouais. Et quand je vais dire ce que tu manges là, c'est de la merde, et que je sors de ma vidéo et que je regarde ma fille qui mange quelque chose que ma femme lui a donné en sachant que c'est pas bien, enfin que c'est pas bien, façon de parler, ça reste des enfants, Ouais. mais il y a des fois ça peut t'abuser, hein. Parce qu'ils entendent en plus ce que je dis sur les réseaux, hein. Parce que je le fais, quand je le fais, ils sont autour, hein. C'est aussi ça l'exemplarité. Et ben, dans la foulée, qu'est-ce que je fais? Ben, je claque une réflexion à ma fille, à ma femme. Je dis, attends, je fais ça, je dis ça. Si les gens ils voient, alors moi, je montre l'exemple, je fais de telle façon, je mange de telle façon, je m'entraîne de telle façon. Et ils se disent, OK, regarde, lui, il dit ça, par contre, ces gamins, ils bouffent de la merde. Et en plus, sa femme, elle fait des frites ou des trucs comme ça. Et je dis, mais attends, on sort de cette cohérence et c'est sûr que moi, c'est moi, ma femme, c'est pas moi. Ma fille, c'est pas moi. Tu vois? C'est ça aussi, des fois, il peut peut-être y avoir un peu de rigidité dans ce devoir d'exemplarité aussi. Mais au final, l'authenticité. Je suis Ouais. moi-même. Et ils le savent. Ils le savent. Ils savent que c'est mon métier, c'est ma façon de vivre, ma façon d'être. Et que ce soit ma femme, ma famille, ou que ce soit mes amis, ou des gens que je ne connais pas, je serai le même. Tu vois? Hmm. Parce qu'il y a autant des fois où il faut savoir, OK, sortir de sa zone de confort ou lâcher du lest et tout, que quand moi, je me suis dit, OK, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand je vais manger, et quand je suis invité chez quelqu'un et qu'il me dit, c'est de la raclette, et que j'ai pas envie de manger de raclette, eh ben, j'amène mon repas, tu vois. Et puis, si j'ai pas amené mon repas quand on m'a pas prévenu, eh ben, peut-être que je mangerai un ou deux bouts de trucs qui me conviennent, mais je mangerai pas le reste. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Et que en même Pareil. temps, je me dis, non, mais je peux pas dire sur les réseaux avant de partir, euh, ah, ça, vous pouvez toujours éviter, il y a toujours ci, ou tu sais, je fais des vidéos sur des conseils à faire en cas Ouais. d'invitation et tout. Et si je l'applique pas moi-même, ça vaut quoi ce genre de vidéo? C'est des bullshit, quoi. Tu vois? C'est ça aussi. Et le fait de transmettre des messages sur les réseaux, ça me renforce aussi dans mon être, sur mon comportement, tu vois. Dire, OK, Oui, ça renforce ton tu, principe, en fait. ça renforce mon Ton principe. estime de toi J'applique, et. Ouais. c'est ça. J'applique des choses, j'ai des résultats, je le partage. Et parce que je le partage, ça renforce cette idée qui fait que quand je vis encore et que je suis confronté à certaines situations, je suis encore plus fort pour les affronter, tu vois. Hmm. Et c'est ce que j'invite les gens à faire, tu vois. C'est aussi avoir quels sont leurs principes. C'est ça le but. C'est le but de cette vidéo, de cet échange aussi. C'est pas que nous qu'on flatte nos égos. C'est aussi qu'on apporte aussi nos expériences de vie et qu'on titille un peu l'esprit de toi là qui nous regarde là. Oui, oui, c'est à toi que je parle. Eh bien, écoute,
que tu te poses la question, ok, est-ce que tu te remets en question, quoi? Est-ce que tes comportements accompagnent ton chemin vers tes objectifs? Pose-toi la question, tout simplement. Voilà. Et vois le pourcentage de temps que tu passes à agir pour tes objectifs et le pourcentage de temps que tu passes dans l'inaction ou la médiocrité. Parce qu'il faut utiliser les mots comme ils sont, hein. On perd beaucoup de notre langage. La médiocrité, maintenant tu dis médiocrité, les gens disent la médiocrité, on pense à la note médiocre à l'époque. Quand moi on était noté, il y a des trucs, c'était médiocre. Médiocre. C'est déjà le mot est pourri, quoi. Mais quand je dis médiocrité, c'est être moyen, ni plus ni moins. C'est être dans la moyenne, Ouais, la la moyenne. médiocrité. Voilà. Est-ce que tu es dans la moyenne? Mais est-ce que pour atteindre ton objectif, tu dois rester dans la moyenne ou tu dois être dans la part supérieure? Il faut se poser la question. On est le résultat au final de ce qu'on fait, mais on fait en fait au final ce qu'on s'est mis dans la tête. En Mm. fait, c'est ce qu'on pense, comment on se conditionne, qui fait qu'on va agir d'une certaine façon. Et c'est cette répétition d'action qui va au final définir qui tu es en tant qu'homme ou que femme. Voilà, quoi, il faut se poser des questions, il faut passer à l'action. C'est ça. Et vraiment, j'encourage beaucoup les gens sur les réseaux, j'en parle souvent, c'est la capacité à penser par soi-même. Parce qu'aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, depuis ces 2 dernières années, les gens, ils ont arrêté de penser par eux-mêmes. C'est-à-dire, ils prennent la béquille des médias, de tout ce que leur dit autour de nous, et ils se contentent juste de les appliquer sans remettre en question. Et ça, des fois, c'est un truc qui a tendance à m'énerver. Je le dis, hein, ça m'énerve. J'ai envie des fois de secouer les gens, de leur dire, mais réfléchis. Au fond de toi, je suis sûr que tu connais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Arrête d'écouter les médias, toutes ces conneries et remettez-vous en question. Et aujourd'hui, les gens, je pense qu'il y a une espèce de résignation globale où on se dit, bah, moi, je suis tranquille, c'est l'État qui s'occupe de tout, on écoute les médias, c'est eux qui donnent les directives, c'est eux qui disent comment je dois faire ma vie. Et moi, je réfléchis plus. La zone de confort. Et ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, j'ai La zone l'impression que de confort. ça fait trop. Les gens, ça leur fait trop mal, où je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils osent pas, en fait, ils osent pas prendre conscience qu'en fait, ils ont tort. Ils osent pas voir la vérité. Ils savent au fond d'eux la vérité. Ils savent qu'est-ce qui est juste. Mais ça leur fait trop mal. Ça va trop les sortir de leur routine, de leur zone de confort. Du coup, ils préfèrent se résigner et s'en remettre aux médias et aux sources extérieures. Moi, je pense qu'en fait, ils n'en ont pas conscience, tout simplement. Tu penses? Je Ouais. pense qu'ils n'en ont pas conscience parce qu'en fait, euh, je pense qu'ils sont dans cette bulle de sécurité. En fait, le mécanisme de survie premier, c'est de chercher la sécurité. Ouais. Et c'est la zone de confort, la zone du moindre effort. Et donc, quand tout est fait pour te bercer, pour te mettre dans des conditions où tu te sens en sécurité, tu vois, tu as un toit sur la tête, tu as à manger, il y a de l'abondance de nourriture, il y a de l'abondance, je parle pour notre pays, hein. Il y a de l'abondance dans le sens où même si tu n'as pas de travail, euh, même si ce n'est pas des revenus énormes, il y aura toujours quelqu'un qui pourra t'aider. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui pourra t'aider. Donc, ça te rassure au niveau sécurité. Tu as Hmm. ça. Donc, à partir du moment où tu es là, pourquoi tu irais remettre en cause les choses qui font que tu te sens en sécurité? Tu vois, Ouais, c'est vrai. dans l'histoire, peut-être l'évolution de l'homme. Alors, on n'était pas là-bas à l'époque, hein, mais tu vois, on est passé certainement d'hommes des cavernes et progressivement vers des hommes qui ont construit des abris, qui ont fait de l'agriculture. Pourquoi? Bah, parce que ça représente une sécurité. Avoir un abri permanent, constant, à l'abri des intempéries, ça représente de la sécurité. Ah, on est bien. Est-ce qu'on va se remettre en question parce que cette sécurité de l'abri fait qu'on est moins ensuite tolérant physiquement aux intempéries, tu vois. C'est ça aussi. C'est comme si aujourd'hui on se dirait, on remettrait en question, ah mais attends, cette maison, ça me ramollit, du coup, je vais peut-être aller vivre dehors, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Cette agriculture qu'on peut critiquer maintenant, mais ben, ça t'assure, c'est une sécurité relative de l'alimentation, plus que être chasseur-cueilleur où tu n'es pas sûr d'avoir à bouffer Ouais. tous les jours. Ouais. Et rapporter aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais remettre en cause quand tu sais que tu as tout à profusion? Tu vois, effectivement, les gens qui vont avoir cet éveil de se dire il faut que
J'essaye de manger différemment. Parce que là, les systèmes de production sont néfastes pour la planète, mais aussi pour la qualité de ce que je mange. Et donc, c'est un effet néfaste pour moi. Tu vois, ça, c'est des questions à remettre en cause, enfin, à se poser. Il y a ce côté-là. Sécurité. D'un autre côté aussi, toi comme moi, on va dire ça des gens qui suivent les dogmes de la société actuelle. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on dirait la même chose des gens qui suivent tes principes et mes principes qui les suivent à la lettre? C'est vrai. C'est ça aussi, toi, cette remise en question, se dire, OK, Ouais, ouais. est-ce qu'on leur dirait, non, mais attends, sors un peu des dogmes que je te dis et va tester la société qui nous entoure. Tu vois, au final, c'est ça. On n'a pas forcément. Oui, on pense avoir une certaine vérité ou être sur le chemin d'un meilleur soi, d'un meilleur être, mais ce n'est pas non plus la vérité. La vérité est vraie, tu vois. On est tous différents. C'est notre Mm. vérité, ta vérité à toi, ma vérité à moi, aujourd'hui, dans cette période de ma vie. Mais voilà, moi, il y a 20 ans, je ne pensais pas pareil. Il y a 10 ans, je ne pensais pas pareil. Tu vois. Et dans 10 ans, je verrai les choses d'une autre façon. Et je l'espère. On évolue. On évolue, on s'adapte, mais aussi on s'adapte parce qu'on se remet en question. Ouais, c'est Et ça. pour rejoindre au fait sur le principe des gens qui ne se remettent pas en question, Qui oui, pensent pas par effectivement, eux-mêmes. eux, il y en a qui peuvent passer de leur enfance jusqu'au cercueil à vivre de la même façon sans remettre en cause tout ce qui se passe autour. Hein. On est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Et au final, ben, bien fait pour eux, ou tant mieux pour eux, tu vois, parce que s'ils sont bien au final, S'ils sont bien, s'ils c'est sont vrai que bien, d'un côté, s'ils sont heureux, bah, s'ils sont heureux, voilà. Après, il faut voir vraiment si leur expérience de vie est telle que eux l'avaient imaginée. Et aussi, c'est pas parce que nous, on se représente pour nous-mêmes un idéal de vie que notre idéal de vie doit être celui des autres. hmm. Et c'est vrai que des fois, tu sais, j'avais tendance, quand j'étais dans tout ça, cette approche de la santé, par moment, en fait, je me mettais vraiment à juger les gens qui mangeaient un McDo dans la rue, qui bouffaient un sandwich en marchant. Tu vois, je commençais à juger, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas moi qui détiens la vérité. Personne sur Terre, enfin, on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, on est tous perdus, donc il n'y a personne en fait qui sait vraiment ce qu'on fait. Même nous qui a beau avoir des principes de santé, être très carré, est-ce qu'on a raison en définitive? On ne sait pas. Et du coup, j'ai des fois maintenant, tu vois, quand j'ai mon petit côté, la petite voix qui va juger quelqu'un dans la rue ou quoi, je me dis, arrête Dylan, laisse-le boire son coca. Enfin, c'est pas ton. S'il aime boire son coca, qui boit son coca? Mais je te rassure, Dylan, moi, je les juge encore. Hein. C'est un réflexe. C'est un Je me dis, mais réflexe. regarde, non, mais regarde, je le vois, putain, regarde-moi ce gros sac avec son Big Mac, quoi. Non, mais voilà, ouais, je le dis, et puis après, je me dis, ben voilà, mais tant mieux, ça lui fait du bien, voilà. Là où, par contre, je serais un peu moins tolérant, c'est les personnes qui savent que c'est pas bon pour eux, mais qui se disent, ouais, mais il faut se faire plaisir. Je dis, putain, mais mec, c'est quoi ta logique? C'est quoi ta logique? Tu sais que c'est néfaste, mais tu le fais pour le plaisir. Tu vois? C'est pour ça que le plaisir, c'est un mot que j'aime pas. Je préfère le mot bonheur à plaisir. Plaisir, c'est à un moment donné. Le bonheur, c'est sur une période, c'est un ensemble, tu vois. Ouais, ouais. Ce plaisir-là, il vient anesthésier ta logique au final. Juste pour un petit pic dans ta vie, un petit pic dans ta journée, toi. Il faut se faire plaisir. Et au final, c'est ces mêmes cons qui vont te dire, ouais, mais Julius, tu ne te fais jamais plaisir. Moi, je vais te dire, j'ai pas besoin de plaisir. Parce qu'au final, moi, je vis dans le bonheur. Mon plaisir, notre plaisir à tous, il est vraiment individuel. Moi, mon plaisir, c'est de me lever à 5 heures le matin et de me défoncer sur l'éco-bike avec les poumons en feu et les cuisses pleines de lactate, tu vois. Ça, Ouais. c'est mon petit plaisir. Et de prendre manger du foie de volaille cru au petit-déj, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça c'est mon plaisir. Et si je dis ça à un couillon avec son Big Mac, quoi, il va dire, c'est quoi, mais t'es fou et tout, tu te fais pas plaisir. Parce qu'en fait,
mon expérience du plaisir n'est pas la même que son expérience, tu vois. C'est ça aussi. C'est ouais, Mais oui, et pour revenir à ce que je dis, je te rejoins, moi aussi je suis dans le jugement et après je prends ce recul, je dis ok, il ne sait pas ou vraiment bah, il en a envie, ça lui fait du bien, quoi, tu vois. Et après, on est là aussi avec notre esprit peut-être un peu plus éclairé sur le sujet, tu vois. Pas éclairé supérieur, mais éclairé sur un sujet particulier en disant oui, et analytique, dans le sens de dire ouais, s'il mange ça régulièrement, automatiquement il y aura des effets secondaires. Après, on ne sait pas ce qu'il mange tout au long et comment il vit tout au long de sa semaine, tu vois, ce gars. Ça se trouve, il mange clean 99% du temps et il sort juste manger un Big Mac comme ça parce que c'est vrai. je sais pas, si ça se trouve, c'est sa copine qui lui a dit, tiens, va nous chercher des Big Mac. Et ça faisait un mois qu'il cassait les couilles, enfin, qu'il cassait les ovaires à sa copine. Et il s'est dit, ok, je vais lui faire plaisir, je vais lui ramener un Big Mac, quoi. Voilà, point à la ligne. Ouais, je vois. Bah, tu vois, quand j'ai commencé la muscu, là, il y a 6 ans, bah, tu sais, j'ai commencé avec les vidéos de Thibaut InShape. Donc, je m'envoyais le matin, c'était crêpes de flocons d'avoine avec des œufs et bananes. À midi, c'était le riz d'Inde haricots verts. Et puis, une fois par semaine, je me faisais un cheat day où je bouffais des trucs, mais quand j'y repense, je sais pas comment je faisais. Je me faisais une pizza avec, par exemple, des croque-monsieur. Le matin, c'était des brioches. Le soir, c'était des trucs dégueulasses. Et c'était vraiment très sale, tu vois, à ne pas en digérer. Et puis aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, mon approche tu sais, ces fameux cheat meals et des plaisirs, bah, ça a changé un petit peu. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, quand je me faisais un plaisir ou un cheat meal, bah, en fait, je kiffais pas tant que ça. Ça m'écœurait un peu. Après, il y avait le système digestif. Le lendemain, j'avais le brouillard mental. Et de moins en moins, en fait, je tends vers ce plaisir, tu vois, ces cheat meals un peu sales. Et quand je me fais un plaisir, maintenant, ça va être quelque chose de relativement soft. Ça peut être, par exemple, une pile de pancakes, mais préparée maison, tu vois, avec du miel, des trucs comme ça. Il y a juste la quantité qui va changer, et puis je vais me regarder ça devant un film ou quoi, tu vois. Ou alors, des fois, je peux me faire des pop-corn avec des épices devant un film, tu vois, avec un guacamole. Ça va être quelque chose de beaucoup plus soft, mais des fois, j'ai ces petits moments de plaisir. Mais je ne les fais pas pour dire, allez, là, c'est ton cheat meal. Je le fais parce que je me dis, parce qu'en fait, j'en ai envie. C'est pas par compulsion, c'est juste, je me dis, là, j'ai décidé, comme tu disais tout à l'heure, euh, il y a des fois, je peux très bien aller chez de la famille et manger ce qu'on va manger, tu vois, une petite raclette ou quoi. Alors, des Hmm. fois, j'évite bien sûr charcuterie, tout ça, ça reste le fromage, les pommes de terre, et puis je me fais des légumes à côté ou si j'ai décidé que j'avais pas envie à ce moment-là de faire de plaisir, ou tout simplement que j'avais pas envie d'aller chez ma cousine ou chez ma mère parce que j'ai pas envie. Je suis dans une routine en ce moment où je suis clean, j'ai pas envie, et ben, je vais leur dire non. Et il y a des fois, il y a des fois, il y a ce truc encore une fois que tu disais, c'était ouais, mais tu te fais jamais plaisir dans la vie. Et pour eux, en fait, j'ai l'impression que les gens, se faire plaisir, c'est se faire mal. C'est se coucher tard, faire Ouais. la fête jusqu'à pas d'heure, fumer, boire. Mais je leur dis, c'est ça te faire plaisir. Toi, te faire plaisir, c'est t'enfiler 3 verres de Ricard, écouter de la musique, te fumer un gros bédo avant d'être couché. Tu sais que demain, tu vas te sentir très très mal. C'est ça le plaisir. Franchement, bravo, hein. Moi, mon plaisir, comme je te le disais, tu vois, c'est ce matin-là, je me suis levé à 6 heures. C'était respiration Wim Hof, douche froide. Je suis sorti dehors en t-shirt. Enfin, putain, je me sens vivant, je me sens trop bien. Ça, Ah ouais. c'est un putain de plaisir. Et je Eh, peux mais plus. ça, je te rejoins, hein, c'est cette caractéristique du plaisir, elle est vraiment individuelle. C'est par rapport à ta propre expérience de vie. Hmm, Tu vois, et chez ces gens qui te jugent, comme nous, on peut juger sur certains points, en fait, ça montre aussi la petitesse, l'étroitesse d'esprit, le manque d'ouverture. ouais. Aussi simple que ça, quoi. Et c'est, hop, ils te balancent comme ça. Oh, tu te fais jamais plaisir. Mais couillon, quoi. Est-ce que tu as pris un peu de recul, te dire, OK, comment tu aimes vivre? Et c'est parce que tu aimes vivre comme ça que ça représente ton plaisir, tu vois. Hmm. C'est aussi simple que ça. Et voilà, après, pareil, le gars qui veut se défoncer la tronche avec des joints et de l'alcool, eh ben, c'est parce que c'est son plaisir. Et même si le lendemain il est fracassé, ben, c'est son expérience de vie et qui fait que ben, il se sent bien quand il est comme ça. Et voilà. Et je t'en parle, moi j'ai été alcoolique hein, quand j'avais Ah ouais? entre 18 et 20 ans. C'est très court, c'était loin, mais c'était court et intense, hein, mais c'était violent.
Et donc, je sais ce que c'est, quoi, à se défoncer la tronche à l'alcool parce que tu te sens bien comme ça, quoi. C'est aussi simple que ça. Hmm. Hmm. Et je voulais qu'on rebondisse sur un truc parce que tu m'as dit que tu t'es lancé dans la naturopathie après avoir été militaire, après avoir été dans la sécurité, après avoir été dans les bureaux. Pourquoi naturopathe? Est-ce qu'il y a eu un élément, il y a eu un truc qui fait que tu t'es dit, il faut que je m'intéresse à ça? Est-ce que c'est venu rejoindre en fait le fait que tu étais déjà sportif et que tu as voulu en savoir plus justement sur tout ça? Ouais, en fait, comme tout changement, je pense que ça vient, il n'y a pas un unique événement, mais je pense que c'est multifactoriel, il y a plusieurs facteurs. Un, comme je te disais, j'avais quitté l'armée, les services de sécurité, je me suis retrouvé dans un bureau. Je me suis senti comme un lion en cage. Hmm. Ça c'était un des facteurs. Dans cette période-là, j'ai eu mes enfants, des jumeaux. Alors, je veux dire, moi, je suis déjà pas trop porté sur les enfants à la base, et j'en ai eu deux d'un coup. Et j'ai tout fait pour que l'expérience de vie se passe bien. Toi, je me suis mis à bosser aussi à 80% pour passer un jour de plus avec les enfants en bas âge, pour aider ma femme. Et en fait, c'était un facteur stressant très, très fort chez moi, tu vois. Donc, le côté travail, lion en cage, le côté stressant des enfants. Je faisais beaucoup de, enfin, je fais toujours, mais beaucoup de sport aussi en parallèle. Donc, c'est un stress, hein. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que j'étais sous pression. Et en événement qui a mis vraiment le feu aux poudres, c'est un soir, je suis rentré et en fait, je devenais un gros con progressivement avec cette aigreur au travail et tous ces stress que j'arrivais pas à gérer au final. Et je m'en rendais pas compte, hein. Et un soir, quoi, les enfants faisaient du bruit et tout. Et à un moment donné, je me suis surpris et je me suis dit, putain, je vais taper sur mes gosses. Mais petits, tu vois. Putain, je m'énerve, je vais taper sur mes gosses et je commence à m'engueuler très violemment avec ma femme, tu vois. Chose que ça se faisait jamais, quoi. Et je me suis mis à chialer, à fondre en larmes. Et je me suis dit, non, mais là, il faut que je démissionne. Il faut que je Hmm. démissionne de ce que je fais parce qu'en fait, c'est là où je passe le plus de temps, c'est ce qui me met le plus sous pression. Ça va pas, quoi. Il faut que je change. Et après, voilà, tu es père de famille, tu ne peux pas changer de boulot comme ça, partir, tu as des crédits, la maison, des bouches à nourrir. Ma femme travaille aussi, mais je veux dire, au final, tu es là quand même dans la vie, quoi. Et tu dois apporter quelque chose à ton couple, à ta famille. Je me suis dit, bon, je ne peux pas partir comme ça de suite. J'ai posé deux ou trois mois sabbatiques et je me suis posé les questions pendant ces 3 mois, à dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour quitter ce travail, trouver un autre travail? Alors, trouver un autre travail, ça n'aurait pas été difficile, mais je me suis dit, quitte à changer, autant aller vers quelque chose qui me plaise vraiment, plutôt que de changer la situation stressante pour une autre situation stressante et recommencer dans le même cycle d'inconfort euh, émotionnel et mental. Donc, j'ai essayé de chercher des choses qui vraiment me tenaient à cœur. Donc, il y avait ce côté sportif. Pendant mon évolution sportive, je m'étais rendu compte que l'alimentation avait un impact direct sur la récupération, la prévention de blessures, la performance. J'ai aussi ce côté, je viens de la campagne, où j'aime la nature. Je sais que le fait d'être proche de la nature fait que je me sentais très bien, je me sentais bien. Donc, je voulais ce côté nature, le côté sportif, le côté alimentation. Et puis, c'était aussi là, quand c'est apparu, ça c'était vers les années 2010, début des années 2010. Tu sais, il y a eu cette expansion de tout ce qui est le naturel, les plantes et autres. Ouais, C'était dans ouais. l'air du temps aussi, tu vois, c'est un facteur extérieur. Ok. Je dis oui, et puis ça rejoignait mon côté nature, sport. Et je ne savais pas à l'époque qu'on appelait ça naturopathie. Alors, je cherchais sur Internet, je tapais sport, alimentation, plantes. Et puis à un moment donné, j'ai eu l'univers m'a envoyé des signes, tu vois. Dans ma rue, il y a une voiture qui est passée, c'était marqué école de naturopathie. Je n'avais jamais vu ce mot. Je dis, c'est quoi naturopathie? Énorme, Ah ouais, énorme. école de naturopathie. Un week-end, je vais avec ma femme, on se balade dans une rue, on passe devant une librairie, il y a un bouquin. Au moment où on s'arrête, toi, on ne s'arrête pas pour regarder dans la boutique, mais je lui parle et derrière, il y a un livre et c'est marqué méthode de naturopathie. Ah, punaise, tu vois, et puis tout s'est coupé, l'univers, j'ai dit, OK, il faut que je me lance là-dedans, c'est un signe du destin. Et j'ai très rapidement trouvé une école et je me suis inscrit et je me suis formé en parallèle
de mon travail qui était stressant, mais les entraînements, les enfants, tout ça. Et ça m'a structuré sur qui je suis aujourd'hui, sur cette discipline. Tu vois, tout ça, ça aussi, ça m'a emmené vers la naturopathie, le fait d'être naturopathe, mais ça a aussi structuré mon être dans cette compréhension de l'importance des rituels, de cette discipline pour pouvoir acquérir la liberté. Puisqu'en fait, quand j'ai bossé pour devenir naturopathe, je le faisais en étant père de famille, en ayant un travail, en étant en même temps sportif, et je faisais de la compétition, donc je m'entraînais X fois par semaine en rentrant tard le soir. Donc ça me faisait des journées entre 5 heures et minuit que j'ai fait La vache. pendant 2 ans, à m'entraîner le soir, rentrer, manger et tout, et potasser mes cours de naturopathie en mangeant. Le matin, me lever à 5 heures pour bosser mes cours de naturopathie. Les transports en commun, je bossais mes cours. Le midi, enfin, tout était optimisé, hein. Le midi, je m'entraînais. Je rentrais le soir, j'embrassais ma femme et mes enfants, je prenais la voiture, j'allais m'entraîner. Entre-temps, je bossais la journée, tu vois, tout était optimisé, quadrillé, et je sortais pas du rang. Je sortais pas du rang. Et j'ai vu qu'en faisant ça, oui, c'était difficile, mais à la fin, j'ai atteint tous mes objectifs. Hmm. Au Ça début, paye. c'est difficile. Ouais, C'est c'est sûr. difficile, tu te dis, putain, c'est vraiment des contraintes, quoi. C'est vraiment des contraintes. Mais le fait de le faire et de se l'appliquer quotidiennement, ça devient de plus en plus facile au final. Ça devient tes habitudes, ça devient ta routine, ça devient toi. Et tu deviens cette routine. Et tu deviens ce que tu veux être au final. Tu deviens ce que tu veux être. C'est toi qui crée ta destinée. Exactement. Exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu penses à des choses que tu veux faire, que tu veux être, et ensuite tu passes à l'action, et c'est ces actions qui fait que Hmm. tu deviens, quoi, au final, Hmm. hein. Ouais, c'est un puissant mindset. C'est un puissant mindset. Euh, Moi, ouais, je suis pareil, je me suis forgé à travers plein de choses que l'univers m'a mis sur la route. Et d'ailleurs, je sens que tu as une certaine spiritualité parce que tu parles beaucoup de l'univers. Tu peux me partager un petit peu ta vision de la spiritualité? Parce que j'ai l'impression que tu es assez connecté au message de la vie, aux signes, aux intuitions. Et comment, est-ce qu'il y a une période de ta vie, encore une fois, où ça t'est venu cette connexion à quelque chose de supérieur à toi? Ouais, complètement. Complètement. Euh, à savoir que pour ceux qui ne savent pas, hein, spiritualité et religion, c'est différent. Déjà. Je ne me considère pas du tout religieux et j'adhère pas du tout aux dogmes caractérisés par les religions. En revanche, je me laisse croire qu'il y a des choses, j'appelle ça l'univers, des choses qui font, quand on voit des messages, ça peut être, tu te blesses quand tu fais telle ou telle chose. Comme je te disais, tu te balades, tu te poses une question, tu te balades, et la réponse, elle passe devant toi, tu vois. Euh, J'appelle ça les messages de l'univers. Et comment percevoir ces messages au final et comment se dire, OK, il y a un univers qui m'envoie des messages, c'est tout simplement déjà ce qu'on disait, la prise de recul, la remise en question. Hmm. Et ensuite, laisser venir ces messages à soi. Et pour les laisser venir, il faut qu'il y ait du silence et, et être bien. Être bien, bien se sentir. Si tu es bien avec toi-même, automatiquement, tout viendra plus facilement. Ça coulera de source. Et le silence, quand je parle de silence, ça peut être aussi bien le silence, l'isolement. Voilà, je suis dans une pièce, il n'y a pas de bruit. Euh, Ça peut être le silence, sortir du rythme, du flot quotidien, cette course après la montre, du métro, boulot, dodo, vite, il faut que je me dépêche de faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est sortir un peu de ce contexte, ok, prendre des vacances, faire une sieste, tu vois, aller se balader, tout simplement, hein. Ça peut être ça le silence. Mais je pense que ce silence et ce bien-être ponctuel te permettent d'écouter ces signes. Mais pour avoir ces signes, il faut déjà se poser les questions. Hmm. Et on en revient à la remise en question.
on en revient à la remise en question. Moi, je crois qu'il y a quelque chose, il y a une connexion à avoir avec ce qui nous entoure. On est tous connectés aux uns aux autres. Et la façon, tu vois, tout simplement, hein, tu croises des gens, tu leur souris, ils sourient, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu leur fais la tronche, les gens ne te regardent pas. Ben, il y a déjà cette connexion. Et quand tu irradies l'énergie, le bonheur, le bien-être, ben, en fait, tu l'irradies vers les autres, tu vois. Il y a une étude aussi qui montre par rapport à la cohérence cardiaque. Quand Ouais. tu arrives à rentrer en cohérence cardiaque avec des gens qui sont autour de toi, automatiquement, les gens autour de toi vont s'apaiser, tu vois. Il y a aussi cette étude qui montrait que dans des groupes de femmes, ben en fait, au niveau du cycle hormonaux, des cycles hormonaux, ben les cycles allaient s'harmoniser et que tout allait avoir leur cycle en même temps, tu vois, sans qu'il y ait de communication là-dessus. Là, Hmm. je pense qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui fait qu'on est tous connectés. Et dans cet esprit de connectivité, eh ben, c'est qu'il y a doit y avoir quelque chose qui fait que cette énergie, par lequel cette énergie transite, tu vois. Alors, c'est pas quelqu'un, hein, c'est pas quoi que ce soit, c'est de l'énergie. Moi, j'appelle ça l'univers, on appelle ça comme on veut, hein. Chacun appelle ça comme il veut. Il y en a qui appellent ça Dieu. Voilà, Ouais. très bien. Mais pour que ça passe, ben, cette énergie, elle transite. Si tu te poses des questions et que tu les poses comme ça dans ce flux énergétique, tu auras forcément une réponse, je pense. Il y a quelqu'un qui t'apportera ou quelque chose qui t'apportera cette réponse. Et je le vois dans cette histoire de silence. Alors, tu sais, je fais de la méditation, c'est une des premières choses que je fais le matin. Hmm. Et je constate que j'ai beaucoup plus de réponses quand je fais mes méditations avec mon compte à rebours que quand je fais des méditations guidées, par exemple. Quand j'ai des méditations guidées, ben, en fait, ça reste du bruit. Tu as beau C'est vrai. faire une méditation guidée, il y a du bruit. Il y a du bruit. Quelqu'un qui te parle, tu suis des consignes et autres. Non, par contre, quand je fais ma méditation de pleine conscience tout seul avec mon compte à rebours ou en récitant des mantras. Alors, quand je dis mantra, il y a des gens qui me regardent avec des yeux comme ça. Je dis, les gars, ceux qui ne savent pas, des mantras, c'est C'est des mots. Ouais. c'est juste des mots, c'est une phrase que tu te répètes, c'est peut-être voilà, de l'auto-persuasion ou des questions que tu poses, justement. Des fois, je me pose des questions. Okay. Et des fois, j'ai la réponse pendant que je fais cette méditation ou cette pause au final. Il n'y a pas besoin de dire méditation parce que beaucoup de gens, quand tu leur dis méditation, dans la tête, ils vont dire non. Le mec, il est barré avec ces trucs de méditation. Voilà, pendant cette pause mentale, cette pause respiratoire, on appelle ça comme on veut, mais des fois, j'ai la réponse immédiatement. Des fois, j'ai la réponse dans la journée. Voilà. On peut se poser ce genre de questions le soir avant de se coucher, puis on se couche, et puis on a peut-être un réveil nocturne ou le réveil le matin, on ouvre les yeux et Un il y rêve. a la réponse, il y a le rêve, il y a la réponse devant les yeux. Ça se manifeste différemment pour chaque personne. Moi, j'ai pu Hmm. échanger avec d'autres personnes, mais moi, c'est très simple. Je me pose la question comme si c'était un écran noir en face de moi, écrit en blanc, tu vois, et la réponse, elle arrive comme ça aussi. Ça s'affiche comme ça dans ma tête. Il y a un écran noir avec écrit en blanc, tu vois, avec un mot ou une idée qui est rapidement exprimée. Voilà, c'est l'univers qui m'envoyait ça. Je ne sais pas qui, et je les remercie de m'envoyer ça quand je leur pose Hmm. des questions. Mais de toute façon, si on ne pose pas la question, on ne risque pas d'avoir de réponse. C'est comme si on n'agit pas, on ne risque pas d'obtenir ce qu'on veut, quoi. Ouais, mais exactement. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible, hein. Je ne suis pas religieux non plus, mais j'aime bien des fois lire un peu des citations de Jésus ou quoi, parce qu'elles sont très puissantes, mais c'est des choses basiques. Cherche et tu trouveras, demande et on te dit et tu recevras, frappe et on t'ouvrira. Si on ne va pas chercher par soi-même, bah, on n'aura pas les réponses. Et Exactement. ouais. Et pour voir la deuxième partie de l'interview, clique sur le lien en bas de la vidéo. Pense à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Merci à toi Circadien.